Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 23 avril 2021, au sommaire ce soir. On le sait, les différentes périodes de confinement ont profondément chamboulé notre vie. Les publics fragilisés comme les enfants de l'aide sociale n'ont pas été épargnés. C'est précisément ces personnes vulnérables qu'est venu rencontrer ce jeudi Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Et puis une bonne nouvelle pour les viticulteurs savoyards à l'heure où ces derniers ont récemment été durement touchés par une vague de gel dévastatrice et la crise de la Covid-19. Le meilleur chardonnay du monde est un vin savoyard et il vient de la production de la maison Bachet à Porte de Savoie. Mais avant de développer ces titres, retour sur les dernières annonces de Jean Castex. Le Premier ministre a tenu une conférence de presse ce jeudi soir pour faire le point sur la situation. D'un point de vue sanitaire, Jean Castex a annoncé que le pic de la troisième vague semble être passé, même s'il a enjoint les Français à rester lucides et à poursuivre les efforts. En ce qui concerne le volet scolaire, les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires rouvriront ce lundi 26 mai avec un protocole sanitaire très strict qui sera notamment mis en place avec un renforcement des tests. Les collégiens et les lycéens devront attendre, eux, le 3 mai pour retrouver leurs établissements, mais sous certaines conditions. Enfin, les commerces, les lieux culturels et sportifs ainsi que les terrasses pourraient rouvrir à la mi-mai si la situation sanitaire le permet. Et d'ailleurs, dans ce contexte d'incertitude, Fanette de Buisson a contacté dans l'après-midi Paul Duverger, le président Rhône-Alpes du GNI, le Groupement National des Indépendants, Hôtellerie et Restauration. Le restaurateur installé à Salanches est perplexe après ces nouvelles annonces. Je vous propose de l'écouter. Inquiet, oui, parce qu'on est passé de l'affirmatif au conditionnel. Et ça nous inquiète beaucoup parce qu'on est quasiment à 3 semaines de ce qui avait été prévu d'ouverture. Et donc là, une fois de plus, on n'a pas de visibilité. Et la terrasse, elle est liée aussi aux conditions de couvre-feu. Je donne juste un exemple. Si nous n'avons que la terrasse et si le couvre-feu est maintenu à 19 h, ça veut dire qu'on n'a plus qu'un service en terrasse le midi. Donc un service en terrasse le midi, déjà ça exclut déjà un certain nombre de restaurants ou de bars qui de toute façon n'ont pas de terrasse, d'une part, et puis ceux qui ont une terrasse, et ben, ça ne fait plus qu'une rentabilité sur le midi. Là, on parle de l'ouverture des terrasses et au conditionnel, l'ouverture des cafés et restaurants. L'idée qu'on avait jusqu'à présent, c'est d'arriver à une ouverture globale, pleine et entière, entre le 15 et le 30 juin. Nous, on a demandé d'autres choses, notamment d'avoir que notre personnel puisse être vacciné en priorité, au même titre que les caissières, etc., parce que nous sommes au contact avec les clients. Donc, il faut absolument qu'on retrouve la fréquentation de nos restaurants, et pour ça, il faut qu'on puisse travailler en sécurité. D'où l'idée de mettre en place, et de plus en plus, en termes de ventilation des espaces. Et on va aborder notamment peut-être avec la région dans quelle mesure on pourrait obtenir des subventions pour pouvoir faire en sorte que ces aérateurs, ces purificateurs d'air puissent être mis en place à moindre coût pour nos établissements de façon à garantir la sécurité et des clients et de nos personnels. Donc quand même beaucoup d'inquiétudes, très clairement, même si on commence à voir un petit bout de ciel bleu, mais il y a encore pas mal de nuages dans le ciel. L'état des troupes, aujourd'hui, on est à 8 mois à peu près de fermeture. Sur plusieurs aspects, il y a le côté psychologique, où très clairement tout le monde est usé. Je pense que, mais il n'y a pas que nous, hein, mais tout le monde est usé. Reste après le problème des équipes qu'il faut maintenir, qu'il faut motiver et qu'on va avoir beaucoup de mal à remettre au travail. Que nous avons aujourd'hui, on a fait faire une étude au niveau du GNI, perdu d'ores et déjà plus de 110 000 personnes qui sont parties vers d'autres métiers. On estime la perte de nos personnels de l'ordre de 150, voire jusqu'à 180 000 personnes. Nous nous occupons de plusieurs centres d'apprentissage de CFA. Et là, actuellement, pour la saison, pour la rentrée 2020, on a une demande de cuisiniers et salles pour 15 demandes en boucherie, charcuterie, traiteur et pâtisserie. Donc sur des métiers, même s'ils sont des métiers de bouche, mais des métiers plus sécurisants par rapport à l'hôtellerie-restauration. Nous l'évoquions hier, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, était en Savoie ce jeudi. Il s'est rendu en Chautagne notamment pour rencontrer des enfants de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Le ministre a pu également visiter un centre d'accueil spécialisé mère-enfant du côté de Brison-Saint-Innocent. Une visite qui intervient alors que le gouvernement craint un effet de retard avec ses publics fragilisés dus aux différents confinements. Voyez ce reportage de Fanette de Buisson.
Un air de vacances malgré tout, malgré le Covid, le troisième confinement et le quotidien. Ces enfants de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Crennes à Saint-Pierre-de-Curty sont accueillis pendant les congés scolaires au centre de loisirs de Serrières-en-Chautagne. À leur côté, certains jours, des enfants de soignants, un accueil essentiel. Cet échange, le fait de pouvoir parler avec eux, d'échanger sur leur vie, sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur ce qu'ils vivent à l'école, sur ce qu'ils vivent au centre de loisirs aussi. C'est essentiel aussi sur les échanges qu'ils peuvent avoir avec d'autres enfants. Voilà, essentiel aussi sur les activités qu'ils peuvent faire, puisqu'on apprend beaucoup de choses, même si ça paraît tout bête, ils font des petits poissons aujourd'hui, mais il y a toute cette motricité, savoir être fier aussi de sa création à la fin. J'étais là pendant les 2 semaines. On fait les fleurs séchées, on a fait plusieurs jeux de société, on fait du ping-pong. Je suis allée au centre aéré, j'ai joué au parc. La première semaine de vacances, j'étais à mon école. Lors du premier confinement, le suivi des enfants protégés a été bouleversé. Une période hors du temps qui a aussi appris aux équipes. Il n'y avait plus d'aller-retour en famille, il n'y avait plus de suivi chez des spécialistes, il n'y avait plus la scolarité. Ils étaient chez nous 24/24 et nous avons organisé donc la scolarité, les suivis à la maison d'enfants du Val-de-Crennes, ce qui nous a permis quand même d'éviter tous ces allers-retours, toutes ces tensions qui peuvent vivre par des changements d'interlocuteurs, des changements d'adultes, donc beaucoup plus d'apaisement. De visite ce jour-là, qui se plie à l'exercice de l'atelier bricolage, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Des dispositifs dérogatoires d'accueil en centre de loisirs comme celui-là ont été mis en place pour les enfants protégés. Plus globalement, au-delà de l'aide sociale à l'enfance, on a des très grandes vigilances, d'une part sur la question des violences au sein des foyers, les violences intrafamiliales. Notamment l'année dernière, lorsque les écoles ont été fermées, vous le savez probablement, l'école est le premier lieu où on repère, où l'on signale les violences que peuvent subir les enfants dans un cadre familial. Quand vous fermez l'école, vous perdez vos yeux aussi. C'est une des raisons pour lesquelles le président de la République a tenu et tient à ce que les écoles restent au maximum ouvertes. Mais il faut être vigilant sur cet aspect-là. On a quelques signaux qui nous disent qu'il y a une espèce d'effet retard qui font que les violences ont plutôt tendance à augmenter dans les foyers. Une inquiétude que l'on ressent aussi quelques kilomètres plus loin, sur les hauteurs du lac du Bourget, à la Buissonnière. Ce centre d'accueil mère-enfant accompagne au quotidien 20 mamans et 26 enfants de moins de 3 ans. La majorité est là sur décision de justice. Depuis le début de l'année, sur le département et bien évidemment ici, où il y a cet effet retard qu'évoquait le ministre tout à l'heure, où en fait tous les dispositifs sont saturés. Donc du coup, c'est pour ça que nous on a augmenté nos places pouponnières. On accueille aujourd'hui des enfants directement en pouponnière, ce qui n'était pas forcément ce qu'on faisait. Je crois que la longueur de cette crise est en train d'abîmer un peu tout le monde. Et ça se ressent d'autant plus dans les familles qui sont très fragiles. La pouponnière, là où les enfants de moins de 3 ans sont accueillis sans leurs parents, est ainsi passée de 3 à 6 lits cette année. Au 31 décembre 2018, avant la crise sanitaire donc, le nombre d'enfants et d'adolescents bénéficiant d'au moins une mesure de protection de l'enfance en France est estimé à 307 000. Un mot de politique, les visites de candidats aux élections régionales se succèdent en Savoie-Mont-Blanc ce vendredi. C'est Bruno Bonnell, la tête de liste de la majorité présidentielle qui a sillonné le département de la Haute-Savoie pour multiplier les rencontres et les échanges. Il était cet après-midi à Bon-en-Chablais pour visiter la société Nicomatic spécialisée dans le domaine de la microconnectique. Celui qui est député de la 6e circonscription du Rhône compte sur sa longue expérience de chef d'entreprise pour convaincre les électeurs. On l'écoute. Les gens se détachent de plus en plus de la politique, ne vont pas voter. Donc je crois qu'il faut simplement être soi-même. Moi, ce que je dis, j'ai 40 ans d'entreprise, 4 ans de politique. Je connais d'abord et avant tout les choses de bon sens et de la vraie vie. Donc c'est un pari. Soit on change le pansement, de droite, de gauche, puis de gauche, de droite. Soit on pense le changement et on vient travailler avec des hommes politiques qui sont hybrides et qui sont en contact avec les besoins et les préoccupations des gens. La touche Bruno Bonnell, c'est d'abord celle d'une équipe de femmes et d'hommes qui vont être au service de la relance. Et non pas une région qui se met au service d'un homme ou d'une femme qui cherche d'ailleurs un objectif différent, c'est-à-dire de s'en servir comme marchepied vers des élections nationales. Moi, c'est un aboutissement d'être président de région, non pas simplement un aboutissement politique, c'est un aboutissement professionnel. Il faut de la vision, de l'exécution. Chef d'entreprise, il faut de la vision, de l'exécution. Homme politique, il faut de la vision et on oublie trop souvent,
trop souvent en politique, il faut aussi l'exécution. Là, il faut inventer une nouvelle forme de campagne. Vous savez, finalement, moi je l'aime bien parce qu'elle est en direct avec chacun des électeurs, plutôt d'être finalement des grands-messes comme un meeting ou des serrages de main dans un marché où on oublie la personne une fois qu'on l'a vue. On sent qu'il y a une petite volonté de rebondir. On est un peu au fond de la piscine. Moi, j'ai senti les gens en train de dire « aidez-nous ». À repartir, c'est pour ça que je dis que notre liste c'est la liste de la relance. Aidez-nous à repartir et croyez-moi, je pense que tout ce territoire, et spécifiquement le territoire de la Haute-Savoie, montrera son dynamisme à nouveau et plus rien ne sera jamais comme avant, mais peut-être que tout sera meilleur. Direction la librairie BD Fugue à Annecy à présent pour la chronique du vendredi. Vincent Poirier, le co-gérant, nous livre ses conseils de lecture pour petits et grands en cette période de confinement propice à de nouvelles découvertes BD. Victoria Lopez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver chez BD Fugue avec Vincent Poirier pour parler bien sûr de BD et une bonne nouvelle pour ce 3e confinement. Vincent, vous êtes ouvert. Oui, on est commerce essentiel, effectivement, ça a été une longue bataille, j'ai envie de dire, pour pouvoir en arriver à cette logique-là. Donc ça y est, on est ouvert aux horaires classiques, en fait, donc vous pouvez venir nous voir à la librairie directement et profiter de nos bons conseils. Et on va justement donner quelques petits conseils de lecture. On est ici dans le rayon plutôt enfants, ados, et tu vas nous parler justement d'une BD qui nous emmène au collège. C'est Elle. C'est Elle, Elle avec un S, mais Elle sans le S, c'est le prénom en fait de notre personnage principal. C'est une jeune collégienne qui arrive, elle vient d'un autre collège, elle débarque en plein milieu de l'année et elle va rapidement se faire un groupe d'amis parce qu'elle est particulièrement sympathique, elle est drôle, elle est brillante, elle a beaucoup d'esprit, vraiment une demoiselle extrêmement attachante. Et puis on va découvrir nous assez rapidement qu'il semblerait qu'il y a un mystère quand même derrière Elle. Et le S va prendre tout son sens. En fait, elle a 5 personnalités. Alors ça rappelle un petit peu le film de Pixar Vice Versa, où en fait on découvre les différentes identités émotionnelles. Elle, nous, on la voit avec différentes couleurs de cheveux en fonction de l'état dans lequel elle se trouve. Mais il se trouve que cette particularité, elle n'est pas forcément liée uniquement à juste un état émotionnel, mais plutôt à sa particularité, elle, de son identité première, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas tout à fait celle qu'on avait imaginée. On va entrecouper l'histoire régulièrement de passages légèrement fantastiques où on comprend effectivement qu'il y a un passé et peut-être aussi une parentalité assez étonnante. Donc un récit qui va intégrer le fantastique de manière subtile, mais bien avant ce fantastique, on est aussi dans une histoire d'amitié, de quotidien, d'amis, d'amour peut-être même, pourquoi pas. Et c'est raconté de manière assez brillante, extrêmement attachante aussi au niveau de l'empathie qu'on a rapidement pour les personnages. On est tout de suite intégré au groupe d'amis, donc le lectorat, j'ai envie de dire, en point de départ. Plutôt collège, alors c'est une demoiselle, on pourrait penser que c'est plutôt des filles qui peuvent le lire, non seulement c'est mixte, mais en plus ça ne se réduit pas au collège. Je l'ai quitté il y a quelques années déjà et j'ai adoré pour de vrai, je suis impatient d'avoir le tome 2. C'est pour ça aussi que je tenais à vous en parler, parce que la bande dessinée dite jeunesse ne veut pas dire qu'elle est réservée à un lectorat jeunesse, mais c'est un point de départ. Et elle représente très bien ce point de départ. Ça peut faire du bien à nos collégiens qui sont en télétravail, si on peut dire. Ben oui, ça peut être pour s'évader, ça peut être une sympa. Bonne lecture, surtout que le format classique d'une lecture comme ça, c'est 48 pages et il en fait 96. Il y a vraiment un beau volume de faits et on le voit à l'image, les dessins sont magnifiques. Les couleurs sont très belles. Oui, je t'en prie. Pardon, je te coupe pour qu'on ait le temps de parler des autres BD. On se dirige tout de suite ici vers Lucky Luke. Oui, il y a un nouveau Lucky Luke qui vient de sortir. Alors Lucky Luke, on connaît tous, mais Lucky Luke, c'est une bande dessinée aussi, j'ai envie de dire, classique dans sa construction. Tiens, je te laisse jeter un œil. C'est un travail qui est absolument remarquable, qui a été fait par Mathieu Bonhomme, un des plus grands auteurs actuels de bande dessinée. Il a un talent effarant de mise en scène, de découpage, de dessin. Et il va nous raconter ici un Lucky Luke qu'il réinterprète à sa façon. C'est-à-dire qu'il sort de la collection classique. On est vraiment dans un travail d'auteur qui a eu la chance de pouvoir donner sa vision de Lucky Luke. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Le précédent s'appelait L'homme qui tua Lucky Luke. Il avait eu le prix du public à Angoulême, donc c'était les lecteurs qui l'avaient sacré meilleur album de l'année. Donc c'est effectivement preuve d'une qualité clairement, et il arrive à renouveler cet exploit avec un album de très 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 bonne qualité, à la fois très hommage à la série et en même temps avec aussi finalement une
une maturité, un cap de passer sur sa construction. Donc beaucoup de clins d'œil, certes, donc ça ravira les lecteurs classiques de Lucky Luke, mais aussi une grande modernité dans la reconstruction de ce personnage. Et voilà, je ne suis pas sûr qu'il ait à nouveau un prix du public, il faut laisser la chance aux autres, mais il mériterait vraiment à nouveau d'être sacré parce que c'est un travail absolument remarquable de Mathieu Bonhomme, qui avait déjà fait des très bonnes séries comme Le Marquis d'Anaon, qui fait aussi en ce moment une série qui s'appelle Charlotte Impératrice, un auteur qu'on suit depuis très longtemps et qui ne cesse de nous épater. Donc voilà, l'homme qui tue Lucky Luke, le premier Wanted Lucky Luke, notre ami Lucky Luke est recherché, il a 50 000 $ sur sa tête, et qu'est-ce qui va se passer et pourquoi? Voilà, tout sera révélé dans cet album. Eh ben, je le garde avec moi jusqu'à la dernière partie du magasin, où on va se diriger maintenant vers une BD un petit peu plus sombre. Un peu plus sombre, même beaucoup plus sombre, ça s'appelle Contrapasso. Contrapasso, c'est un album de Teresa Valero. Teresa Valero, c'est pas une nouvelle dans la bande dessinée, elle travaille depuis longtemps, mais on la connaît plutôt comme scénariste. Et on découvre ici que c'est une dessinatrice aussi exceptionnelle, vraiment le dessin est superbe. Ça rappelle beaucoup, pour ceux qui connaissent, une série qui s'appelle Black Sad, qui est un polar très noir, également espagnol. Ici, on est sur une histoire de journalisme dans une Espagne sous la dictature franquiste. On est fin des années 50, on est dans un climat donc quand même très, très fort, très sombre, mais qui va particulièrement bien avec ce polar. Deux journalistes, un jeune homme qui débarque et un vieux de la vieille, et qui vont se retrouver confrontés à des histoires assez sordides, meurtres déjà, évidemment, c'est ça le principe d'un bon polar, mais aussi potentiellement des enfants qui sont peut-être pas arrivés dans les bonnes mains à leur naissance, une sorte de trafic de bébés, qu'est-ce qu'il y aurait derrière, et puis des femmes, enfin, j'en dis pas trop, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement dense aussi. Moi j'ai adoré parce qu'il y a plein de fois on a l'impression que ça va s'arrêter, qu'on a fait le tour, que c'est formidable, qu'on a eu tout ce qu'il fallait, mais il y a encore plein de pages parce que oui, en fait la dessinatrice, enfin l'autrice complète, Teresa Valero, a tellement travaillé son sujet que ça va beaucoup plus loin que uniquement une intrigue qui se résout rapidement. Il y a énormément de filières de scénarios qui ont été exploités, terminés, tout en nous promettant malgré tout un tome 2, puisqu'il est marqué tome 1, donc ça veut dire qu'on retrouvera ce récit avec beaucoup de plaisir, j'en suis sûr, puisque effectivement s'il est à la hauteur du tome 1, ça va être encore une très grande lecture. Pour l'anecdote, j'ai vu que l'éditeur c'était Doug Edline. Doug Edline, c'est le fils de Manchette, l'un des plus grands romanciers polars français, donc je pense que la filiation n'est pas hasardeuse ici, on a vraiment la continuité du genre, mais en bande dessinée. Ça nous promet de belles lectures. Merci beaucoup Vincent pour cette nouvelle chronique. On te retrouve très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Prenons la direction de Porte de Savoie, près de Montmélian. La commune abrite le domaine du château de la Violette, dont l'un des crus 2020 de la Maison Vacher a reçu pour la première fois le prix du meilleur chardonnay du monde. Il devance 604 vins de ce cépage dans le monde entier, devant des Champagnes et des Bourgognes. Alors pourquoi ce vin de Savoie a-t-il fait la différence? Élément de réponse avec Colline Emerio et Marine Schneider. Le meilleur chardonnay du monde est savoyard. Qui l'eût cru? Et pourtant, c'est là que tout a commencé, au pied de ces vignes. Nous sommes au château de la Violette, au pied du massif de Beldonne. Et pour ce cru 2020, le vin savoyard a détrôné les Bourgognes et les Champagnes, à la grande surprise de ses producteurs. On a présenté notre chardonnay qui est un vin de Savoie, un petit peu de manière aléatoire à la demande de notre maître de chai. On n'y croyait pas trop et je vous avoue que quand on nous a annoncé que c'était notre chardonnay qui avait fini premier du top 10 de ce concours des chardonnays du monde, ça a été, en cette période un peu difficile pour l'agriculture française, une très jolie surprise. Situées au pied du Mont Granier, ces vignes ont la particularité de pousser sur les éboulis de roches calcaires, ce qui donne une saveur minérale et proche du terroir. Mais ce qui rend ce vin unique, c'est la maturité de ses arômes, bonifiés par les derniers rayons du soleil jusqu'au dernier moment. Et on était quasiment les derniers à l'avoir récolté parce qu'on avait des très belles acidités. C'est ce qui nous a permis d'aller très loin dans les maturités. Et cette année, on les a récoltés à plus de 13 degrés. Une maturité exacerbée par le réchauffement climatique. Résultat, le cru au reflet jaune paille dégage des arômes floraux et de fruits secs, une fraîcheur spécifique au territoire de Savoie. Pour le président de la maison, c'est ce qui a fait la différence. On est avec un vin qui n'est pas passé au bois, donc qui est vraiment sur le fruit et qui n'a pas ce qu'on appelle le fait de fermentation malolactique, donc qui reste vraiment très très fruité. C'est ce qu'on recherche avant tout sur le domaine. Peut-être qu'on pourrait encore améliorer la longueur en bouche sur ce produit-là.
mais c'est difficile d'avoir beaucoup de longueur quand on veut garder le fruit. Le domaine existe depuis près de 50 ans. Repris par la maison Adria Vacher il y a 10 ans, il produit près de 300 000 bouteilles par an. Le produit sera mis en bouteille d'ici le mois de septembre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paul me place à une rediffusion de votre émission en tête-à-tête. Victoria Lopez est entretenue avec Jérôme Toul, pilote d'avion de chasse et ambassadeur du Rafale pour l'armée de l'air et de l'espace. Je vous retrouve. Passez une très belle soirée, surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous. Lundi, vous avez rendez-vous avec Marine Schneider. On se quitte avec des images de 3 Canadair effectuant des rotations au-dessus du lac d'Annecy. Peut-être les avez-vous vus. Ces avions basés à Nîmes étaient en réalité en plein exercice à décoppage.